Le troisième combattant, pour le docteur Marcel Junot, c'est l'humanitaire qui s'interpose entre les belligérants. Ce combat, il le mènera sur le terrain, de 1935 à 1945. Envoyé par le Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie, en Espagne, en Allemagne, en Grèce, puis enfin au Japon, Marcel Junot façonnera la figure du délégué du CICR telle qu'elle existe encore aujourd'hui. L'aventure commence en 1935 à Addis Abeba, alors que l'Éthiopie est la cible des appétits coloniaux de l'Italie fasciste de Mussolini. Retour sur le parcours de ce délégué d'exception avec François Bugnon, membre de l'Assemblée du CICR. Mussolini était obsédé par le souvenir de l'Empire romain, à une époque où l'Italie dominait le monde méditerranéen et je dirais le monde connu tel qu'il existait à l'époque. Donc il rêvait de doter l'Italie moderne, dont l'unification s'est faite très tard, en comparaison d'autres États européens, il rêvait de doter l'Italie d'un grand empire. L'Italie avait déjà des colonies, c'était la Libye et la Tripolitaine, donc l'actuelle Libye, c'était l'Érythrée et c'était la Somalie. Et l'Éthiopie était au fond, avec le Libéria, sauf erreur de ma part, le seul État indépendant d'Afrique à cette époque-là, qui ne soit pas sous une forme ou une autre, sous domination ou sous protectorat européen. Donc il jette son dévolu sur l'Éthiopie dans l'idée de créer un empire. Le CICR, au moment où éclate le conflit, prend contact aussi bien avec le gouvernement italien qu'avec le gouvernement éthiopien. Le gouvernement italien décline les offres de service, affirmant qu'il a tout ce dont il a besoin pour l'assistance aux blessés, aux prisonniers, alors que le gouvernement éthiopien, lui, est extrêmement démuni, notamment l'armée éthiopienne n'a pas de service de santé et fait donc appel à l'aide internationale. Et alors le CICR décide d'envoyer 2 délégués sur place. L'un, c'est un homme qui appartenait au secrétariat, M. Sidney Brown, qui sera plus particulièrement en charge des contacts avec le gouvernement éthiopien et d'aider à la création de la Croix-Rouge éthiopienne, alors que le docteur Marcel Junot, et c'est pour ça que le CICR souhaitait recruter un médecin, sera chargé d'assurer la coordination entre plusieurs équipes médicales que les sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, dans le cas de l'Égypte, se proposent d'envoyer en Éthiopie, en quelque sorte pour suppléer l'absence d'un service de santé au service de l'armée éthiopienne. Voilà donc les éléments disparates que nous avons à notre disposition. Des camions transporteront hommes et matériel aussi loin que les routes le permettront vers le front nord et vers le front sud. Puis, chaque unité aura sa caravane de mulets pour gagner, à travers la brousse et les montagnes, la région des combats. Je ne suis évidemment qu'à moitié rassuré sur l'efficacité de telles ambulances. Mais il n'y a pas d'autre ressource, et nous devons nous accoutumer sans tarder aux étranges conditions d'existence de ce pays, soudainement arraché à ses traditions 4 fois millénaires pour découvrir, dans le fracas des bombes, tous les progrès du monde moderne. Ce qui va affecter profondément Marcel Junot, c'est d'abord que ces hôpitaux de campagne vont être bombardés. Sur le moment, le Comité international de la Croix-Rouge va faire des démarches et le gouvernement italien va certifier par tous les saints du paradis, si j'ose dire, qu'il s'agit de bombardements accidentels. You are aboard a Swedish Red Cross plane flying above Addis Ababa. You are being conducted on a remarkable visit to the southern battlefront to investigate the bombing of a Swedish Red Cross unit by Italian air squadrons. Aboard this plane is the International Red Cross representative, Dr. Marcel Junot.
who is to report the affair to Geneva in order to convince... Les recherches historiques qui ont été réalisées montrent que les pilotes étaient parfaitement au courant des cibles et donc il y avait une volonté de détruire ces hôpitaux. Et puis, comme l'Italie va se heurter à une résistance beaucoup plus forte que ce que Mussolini avait anticipé, l'Italie va recourir aux armes chimiques, notamment à des bombardements avec le Lipérite. Et Junot sera confronté, donc il sera lui-même, il ne sera pas atteint par ces bombardements, mais alors qu'il rend visite à une unité sanitaire et cherchait aussi à reprendre contact avec l'empereur lui-même, il est Sélassié dans la région de Kvoram, Junot sera le témoin de ces bombardements et évidemment des conséquences. Partout sous les arbres, des hommes sont étendus. Ils sont là des milliers. Je m'approche, bouleversé. Je vois sur leurs pieds, sur leurs membres décharnés, d'horribles brûlures qui saignent. La vie déjà s'en va de leur corps rongé par l'hypérite. Mais d'où viendra le secours? Il n'y a plus de médecins. Les ambulances sont détruites. Je n'ai plus aucun matériel pour venir en aide à ces malheureux. Dans la nuit qui vient, la plainte immense et vaine continue à monter vers l'empereur solitaire. Suite à ces bombardements chimiques, la résistance éthiopienne s'effondre et Mussolini annexe l'Éthiopie le 9 mai 1936. Marcel Junot rentre alors en Suisse et très rapidement, le CICR lui propose une nouvelle mission. La guerre d'Espagne a éclaté le 17 juillet 1936 suite à un putsch mené par les généraux Franco et Mola contre la République. Le pays est divisé en deux camps, entre républicains et nationalistes. Le CICR décide alors d'intervenir, bien que son mandat ne s'applique pas aux conflits internes. Marcel Junot est envoyé en éclaireur pour prendre contact avec les deux parties. On lui dit qu'il part pour 3 semaines. Il y restera en fait 3 ans, tout le long de la guerre d'Espagne. L'action du CICR va souffrir du fait que dès les premiers jours de la guerre, les uns et les autres se sont livrés à des massacres nombreux, probablement plus du côté nationaliste, et une immense pratique des prises d'otages et des représailles. Et donc le CICR aura beaucoup de, en telle sorte, de fil à rembobiner pour essayer de casser ce cycle des représailles. Ma seule idée est d'obtenir que l'on cesse de fusiller des otages de part et d'autre. Cela me paraît le problème le plus urgent, et l'avenir dira que je ne me suis pas trompé. Ce sera le plus atroce aspect du drame qui, pendant 3 ans, va se dérouler sous nos yeux. Puisque dans les deux camps, les mêmes faits se reproduisent, pourquoi ne pas éviter tout cela en échangeant ces condamnés par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge? Ce serait autant de vies espagnoles sauvées. L'activité principale de Marcel Junot, ça a été en quelque sorte un travail de chasseur, passant d'une zone à l'autre, pour essayer de mettre sur pied des échanges de prisonniers. Alors si on comptabilise le nombre des prisonniers effectivement échangés et qu'on le met en rapport avec le nombre total des captifs, on pourrait dire que c'était un échec. Mais ça ne l'était pas, parce que le fait de réaliser des échanges, même si ça ne touchait qu'un nombre limité de captifs, était quand même une façon de redonner une valeur à la vie humaine, et donc, indirectement, ça ne concernait pas que les prisonniers qui ont été échangés, mais c'était aussi une façon de protéger tous les autres. Junot, d'après son propre témoignage, met beaucoup l'accent sur une asymétrie des attitudes. Donc paradoxalement, c'est le gouvernement républicain qui aurait été fondé à dire « nous sommes un gouvernement, ces gens-là sont des rebelles », qui au fond acceptent davantage une action s'adressant aux deux parties, que du côté nationaliste où constamment on dit à Junot « mais enfin vous n'allez pas mettre sur le même plan un caballero et puis ces rouges qui sont des brigands et des criminels ». Les bombes étaient tombées dans le vieux quartier, près de la Generalidad, sur une école d'enfants. J'ai bondi dans une voiture avec les infirmiers. Quand nous sommes arrivés, le toit et les étages supérieurs s'étaient effondrés, ensevelissant plus de 100 enfants. Alors nous nous sommes mis à creuser les décombres comme des fous.
Alors, le CICR est confronté en effet à ces bombardements. Tout le monde cite le cas de Guernica, qui est un cas particulièrement cruel. Bien avant cela, il y avait eu des bombardements, notamment contre Madrid. Alors, le CICR fait des démarches, d'une part sur le principe même des bombardements dirigés contre des civils, d'autre part pour essayer d'en limiter les effets, soit à travers des propositions de zones neutralisées qui devraient être protégées contre tout bombardement, à travers des évacuations de populations civiles, et prendra position, alors pas très tôt dans la guerre, si mon souvenir est bon, c'est en 1937 ou 1938, avec un appel adressé aux deux parties, demandant de s'abstenir de tout bombardement contre les civils. L'appel s'adresse très clairement aux deux parties, même si de l'opinion générale, ces bombardements étaient beaucoup plus de la responsabilité du parti nationaliste qui pouvait s'appuyer sur les escadrilles allemandes et italiennes mises à disposition par l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne. L'expérience de la guerre d'Espagne aurait pourtant dû servir. Ces destructions aveugles, ces exécutions sommaires, ces fusillades, ces persécutions de classe et de religion, ces hécatombes de prisonniers politiques ont été l'avertissement des atrocités qui se préparent. Toutes les personnes qui réfléchissaient un peu à la situation de l'Espagne pouvaient se rendre compte que l'Espagne était utilisée comme un champ de manœuvre pour tester de nouvelles armes, de nouvelles méthodes de combat, et que ça préfigurait d'une nouvelle guerre européenne. Simplement, les gens avaient été tellement horrifiés et traumatisés par le souvenir de 14-18 que beaucoup d'individus n'étaient simplement pas intellectuellement en mesure de faire face à cette situation. Mais les gens qui réfléchissaient pouvaient très bien comprendre que la guerre d'Espagne préfigurait une nouvelle guerre européenne.